Bonjour Stéphanie Samoyon. Bonjour Laurence Revel. Bienvenue au Musée du Temps. Vous êtes professeur de lettres, écrivain, essayiste et vous avez travaillé sur un livre il y a quelques années qui s'appelait La montre cassée. C'est la raison pour laquelle on vous a proposé d'écrire un article dans notre catalogue consacré à l'horloge de ma grand-mère, notre prochaine exposition temporaire. Je voulais vous demander ce qui vous a amené à travailler sur le thème de la montre cassée. Je voulais travailler sur des questions de temps, de réfléchir à la temporalité. Or, c'est une question très abstraite, très complexe, et c'est très important de passer par des objets, ou passer par des scènes, ou passer par des narrations, des histoires, pour parvenir à en parler. Et j'avais repéré que pour évoquer les désordres du temps, ou les dérèglements du temps, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes le faisaient par le biais de cette image de la montre cassée ou de l'horloge déréglée ou de la pendule arrêtée. Et sous ce titre montre cassée, en fait, j'évoque la symbolique attachée à tous ces objets lorsqu'ils interrompent leur mouvement. Donc c'était une façon de penser le temps, les distorsions temporelles, les dérèglements du temps autour d'un motif qui conduit à beaucoup d'histoires, des histoires que j'ai trouvées dans les romans, dans les films, mais qui rejoignent aussi beaucoup d'histoires individuelles. À la suite de la publication de ce livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires, de gens qui me racontaient leur rapport intime à un objet cassé ou arrêté, un objet d'horlogerie cassé ou arrêté. Et alors par rapport au Musée du Temps, nous avons essentiellement des objets arrêtés, beaucoup d'instruments de mesure du temps arrêtés, comme nos montres par exemple. Est-ce que pour vous il y a une symbolique spécifique sur l'objet arrêté par rapport à l'objet cassé ? Souvent les symboles se rejoignent. Alors il est vrai que pour l'arrêt c'est un peu plus complexe que pour la cassure, puisque c'est pas forcément définitif, et puis ça peut être le résultat d'une action volontaire ou involontaire. Donc on peut choisir d'arrêter une horloge provisoirement, soit pour ne plus l'entendre parce qu'on trouve son bruit fatigant, soit, et ça a été souvent le cas dans toutes les cultures rurales un peu ancestrales, à l'occasion de la mort de quelqu'un. Traditionnellement on arrêtait l'horloge, on arrêtait même tous les objets indiquant le temps jusqu'à l'enterrement en fait, comme pour ménager un temps intermédiaire, un temps de latence où l'esprit, l'âme du mort pouvait occuper l'espace et le temps de sa propre façon. Enfin, il y a quelque chose qui indique par là à la fois un temps des larmes, mais aussi un temps pour cette âme, pour l'âme du mort. Donc il y a beaucoup de récits autour de ça. Donc on peut choisir d'arrêter un objet volontairement. Ça peut être aussi l'effet d'une action externe, donc involontaire. Et ça, c'est quelque chose qui a été une découverte dans l'écriture de ce livre. C'est qu'au départ, je pensais que l'arrêt du temps, ou l'arrêt des instruments indiquant le temps, était essentiellement rattaché à une thématique d'arrêt de vie, donc de mort. Et en réalité, j'ai vu que c'était beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus varié. Il peut y avoir cette interruption, on peut signaler différents types d'événements. Des événements extérieurs, des événements parfois heureux, parfois malheureux. Et évidemment, au XXe siècle, cet arrêt des instruments du temps a pris une valeur particulière en liaison avec les grandes catastrophes du XXe siècle. Et la montre arrêtée, c'est aussi le symbole du musée, par exemple, d'Hiroshima. Vous avez un amas de montres arrêtées à 8h10 l'heure de l'explosion. À Bologne, par exemple, on n'a jamais réparé l'horloge de la gare de Bologne après l'attentat de 1980. Elle n'a jamais été réparée, elle est restée immobilisée à l'heure de l'attentat. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce type aussi. Donc évidemment, dans un musée comme le Musée du Temps, on se dit que les horloges arrêtées ou les montres arrêtées peuvent redémarrer, mais on sait bien aussi ce que c'est qu'un musée, c'est-à-dire que cette possibilité du redémarrage est tout aussi illusoire
que dans les cas que j'évoque. Enfin, c'est peut-être que nos objets aussi gardent la mémoire d'un autre temps. C'est ça, c'est que ce que figure aussi ce motif très souvent, que ce soit dans un musée ou dans un livre, c'est la superposition de deux temps. Un temps qui a été et un temps qui peut continuer ou qui peut devenir. Et donc ce que dit le motif, c'est aussi une mémoire du temps, ce que dit l'objet. Parce que l'objet, dans sa forme, dans sa matérialité, dans son art, il inscrit aussi un temps spécifique, un lieu, un espace. Donc une mémoire. Pour en revenir à un lieu, à un espace spécifique, on va peut-être parler de notre exposition L'horloge de ma grand-mère, puisque vous êtes devant 3 horloges comtoises et que vous nous écrivez un article à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'horloge comtoise en particulier aurait une symbolique spécifique? Oui, alors elle a une symbolique immédiatement perceptible par tous, qui est cette symbolique anthropomorphe. Ce sont des horloges qui ont une taille un peu plus qu'humaine, qui ont des formes souvent féminines, mais en tout cas liées au corps sans bras, donc qui est aussi toute une représentation du corps traditionnel, pour lequel on a aussi beaucoup de mémoire. On pourrait parler de ça assez longuement, et c'est sûr qu'elle prenait aussi sa place dans les demeures, dans les familles, qui était une place tout à fait particulière, un peu. C'est plus qu'un objet, disons. C'est pas tout à fait un être, mais c'est plus qu'un objet. C'est plus qu'un objet aussi parce que c'est presque vivant. Là, la comparaison presque stéréotypée du battement de l'horloge et du battement du cœur humain, elle est perceptible par chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrêtait les balanciers au moment de la mort de quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant avec l'horloge par rapport à la montre, c'est qu'elle incarne un temps collectif, au moins un temps familial. Mais ce dont je me suis aperçue, c'est que tous ces objets, ils sont à la fois individuels ou familiales, mais ils rattachent précisément la famille ou l'individu à un temps collectif, à un temps général. C'est-à-dire que c'est à la fois le temps de chacun, le temps de l'individu, le temps de la famille, mais dans la mesure où il est le même, il est le même pour tous. Et ce rapport entre le temps de chacun et le temps de tous, c'est l'objet qui permet finalement de faire le lien entre les deux, très souvent. Alors, ce qui m'a frappé en écrivant sur ce sujet des horloges comtoises, c'est aussi la proximité entre ces objets un peu massifs, à la fois rassurants, encombrants, avec les totems, avec les stèles, avec tous ces objets qu'on a créés dans les cultures pour se protéger du mauvais sort, pour se protéger des catastrophes, etc. Donc, il y a un peu plus que l'être du temps dans l'horloge. C'est aussi et je pense que ça avait cette fonction dans les maisons, une fonction de gardien, une fonction de gardienne. C'est à la fois une pièce maîtresse, une pièce qu'on ne peut pas oublier, qui fait du bruit, qui en compte, qui occupe de l'espace. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle a été dédaignée. Mais en même temps, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que c'est aussi comme le pilier d'un temple, comme un seuil, comme une fonction protectrice. Et si on compare ces horloges avec ces stèles qui étaient à l'orée des maisons, des villages, des temples, on peut imaginer qu'il y a aussi une fonction un peu païenne, de religion païenne, enfin de religion précisément à côté de la religion dominante qui, dans notre pays, était monothéiste, mais qui concerne plutôt, enfin qui rapproche plutôt de ces dieux-là, des mondes polythéistes antiques ou de ces stèles justement des mondes polythéistes ou animistes africains. Je pense que dans beaucoup de milieux populaires où d'ailleurs ces horloges avaient leur place, elle était un peu tout cela à la fois. Et qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de la disparition des horloges comtoises dans les intérieurs? Est-ce qu'elles ont été remplacées par autre chose? Alors on peut donner des explications évidemment sociologiques assez simples sur la disparition de ces horloges.
En revanche, ce qui serait intéressant et ce à quoi j'essaye de réfléchir, c'est ce qu'on perd en la perdant. C'est-à-dire que si on considère qu'elle appartenait à l'équilibre du foyer, de la famille, d'une certaine manière, elle était comme un de ses personnages. Tout le monde a des souvenirs enfants d'avoir été affolé par le bruit de l'horloge, ou d'avoir voulu par moments l'interrompre, d'avoir presque dialogué avec elle. Ou de l'oublier, parfois on oublie qu'elle est là, on descend l'escalier, on prend peur parce qu'on croit qu'il y a quelqu'un. Il y a énormément d'histoires. Je pense que chacun a des histoires qui peuvent être rattachées anciennement à la présence de ces horloges. Alors qu'est-ce qu'on perd quand on ne l'a plus? Je pense que ça a à voir aussi avec la recomposition des familles aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que dans un certain ordre familial, générationnel, où l'horloge se transmet comme de façon pyramidale, on a des parents, puis des grands-parents, puis des arrière-grands-parents, etc. Aujourd'hui, le modèle familial, il n'est plus celui-là, il est beaucoup plus, je dirais, moins éclaté que horizontalisé. Et donc on a peut-être moins besoin de ce genre de grandes figures totémiques et verticales qui inscrivent un ordre qui a l'air d'être là de toute éternité, immuable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a l'heure sur beaucoup plus d'objets qu'il n'y en avait avant. C'est-à-dire que voilà, on l'a sur le micro-ondes, sur la machine à café, sur le téléphone portable, sur le téléviseur, enfin, sur l'ordinateur. Enfin, l'heure est absolument partout, mais précisément de manière horizontalisée, dispersée, un peu aussi dissimulée au fond. Alors, effectivement, on perd aussi quelque chose qui est la question du centrement du temps, d'une forme de la même manière qu'on est des êtres beaucoup plus mobiles. Eh bien, notre temps aussi est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus décalé. On a beaucoup plus l'habitude du décalage horaire, du jet lag. On n'a pas un seul temps. Et donc on n'a plus besoin d'un seul objet, disant le temps. Même si, bon, il y en avait aussi, moi j'ai des souvenirs d'enfance où il y avait à la fois le coucou dans la cuisine, dans la pièce principale, il y a l'horloge. Tout ça c'était chez mes grands-parents, l'horloge comptoise ou pseudo-comptoise. Et puis parfois dans les chambres, une petite pendule sur la cheminée. Et alors mon souvenir, d'abord, c'est qu'elle formait comme un orchestre parce qu'aucune n'avait le même son. Il y avait comme l'horloge comptoise qui faisait le violoncelle ou le basson, enfin un instrument grave. Et puis vous aviez le coucou qui faisait un instrument aigu. Et puis alors surtout, elles n'étaient jamais en accord. Alors elles sonnaient, soit jamais tout à fait ensemble. Donc on avait l'impression que ça sonnait tout le temps. Et alors vous qui vous intéressez au sujet du temps, est-ce que vous intéressez aussi aux objets en eux-mêmes, aux objets pour la matérialité, les instruments de mesure du temps? Est-ce que vous avez un souvenir ou un objet auquel vous tenez particulièrement? Les objets, je suis très intéressée par les objets parce que précisément ils portent une mémoire d'un temps. Ils ne sont pas simplement des indicateurs de temps. Ils disent que ce temps a eu une certaine matérialité, une certaine incarnation à un moment donné, qu'il a signifié quelque chose pour quelqu'un qui n'est plus. Et donc j'ai un rapport plus mélancolique évidemment aux objets qu'à leur symbolique ou à ce qu'ils permettent de penser. Mais justement, penser le temps sans penser la mémoire ne m'intéresse pas. Donc ces objets permettent de signaler la mémoire. Après, moi je ne suis pas du tout fétichiste et attachée aux objets personnellement. J'ai plutôt tendance à m'en débarrasser, mais précisément parce qu'ils me font quelque chose. Donc j'essaye de travailler sur eux. Mais, par exemple, depuis que j'ai écrit ce livre sur la montre cassée, je ne porte plus de montre. Et, je me porte très bien. Eh bien, merci beaucoup, Tiffaine Samoyau. Merci beaucoup. J'étais très heureuse de cette proposition qui m'a permis de redécouvrir le musée du temps et de m'attacher plus spécifiquement à ces très attachantes comptoises.